suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au cœur de la région du Cap, en Afrique du Sud, les légumes et les fruits poussent à profusion dans le jardin de Babylone-Storen. Des variétés anciennes et oubliées cohabitent avec des collections botaniques contemporaines. Implanté sur un domaine du XVIIe siècle, le jardin de Babylone-Storen est créé en 2007. Ce jardin nourricier fournit en produits frais les différents restaurants du domaine. Ouvert au public, Babylone-Storen est la propriété d'un passionné de botanique et d'histoire, Koos Bekker. Koos Bekker est afrikaner, un descendant des premiers colons hollandais. Son jardin raconte un pan de l'histoire d'Afrique du Sud. En 2007, cet homme d'affaires rachète les terres d'une famille de vignerons du Cap. Pour déterminer les grandes lignes du jardin, il fait appel à l'architecte français Patrice Taravella, connu pour la création du prieuré d'Orsan dans le Limousin. Koos, à quoi ressemblait le domaine lorsque vous êtes arrivé en 2007, puisque le jardin n'existait pas à l'époque? Eh bien, c'était un vignoble typique. Il y avait de grandes vignes tout autour, mais ici, ce n'était qu'un champ désert. Il y avait autrefois un grand verger de goyavier, mais qui s'était complètement dégradé. C'était laissé à l'abandon. Quand nous sommes arrivés, son avantage principal était que la structure du bâtiment était parfaite. Négligée, mais pas détruite. Et il y avait de grandes étendues où les vergers étaient abandonnés, que nous pouvions transformer en jardin. Ça nous arrangeait bien. C'est vraiment un jardin qui aurait pu être absolument plat, puisque les jardins potagers le sont quand même assez souvent. Et ici, ce qui est fascinant, c'est que vous avez ramené du volume, notamment avec ces grandes structures pyramidales. Le premier plan est cartésien. Une géométrie stricte, des carrés, des blocs, des lignes, des avenues. Et toi qui es architecte paysagiste, tu comprendras très bien. Ça, c'est le plan horizontal. Mais l'une des choses remarquables ici sont les montagnes. Elles sortent du sol comme des tours. Alors, on s'est dit qu'on allait donner du relief avec des gloriettes couvertes de rosiers de Madame Alfred Carrière, pour suggérer une colline, l'élément vertical. Donc il y a vraiment ce jeu d'harmonie entre un dessin géométrique et une végétation libre qui fonctionne très bien ici à Babylone-Storen. C'est vrai. Tu sais, les légumes, ça pousse dans tous les sens. Alors si tu veux un beau jardin de légumes, tu dois leur donner un ordre strict. Mais tu as aussi besoin de l'élément de surprise. Dès que tu progresses, il faut une récompense, quelque chose d'intéressant en second plan. Et puis, nous avons établi une règle. Dans le jardin, tout doit être comestible. Ça, c'est un coin, par exemple. Tu dois pouvoir le manger. Voici des câpres. Tu pourras les manger dans ta salade. Donc, tout est comestible. Et ça nous a imposé une discipline. Depuis la ferme et ses dépendances, un axe principal traverse l'ensemble du jardin. Il croise une allée transversale plantée de goyaviers centenaires qui se dirige vers les vignes, reliant ainsi le jardin vivrier au vignoble. Babylone-Storen est composé d'une suite de parcelles rectangulaires à thème,
tels que le carré des plantes indigènes, le grand verger, le labyrinthe des figuiers de Barbarie, le carré des agrumes ou le potager expérimental. L'eau qui irrigue le jardin finit sa course dans 3 bassins viviers. Une vaste collection de cycas et de clivias longe les berges d'un ruisseau. Les structures de Babylone-Storen s'inspirent du jardin de la Compagnie, le premier jardin vivrier sud-africain, implanté dans la ville du Cap au XVIIe siècle. Les Hollandais et les Huguenots français y introduisent la vigne, les légumes et les fruits, comme les goyaviers. John Rourke est l'ancien directeur de l'Institut botanique sud-africain. John, le jardin de Babylone-Storen est indissociable de l'histoire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui était quasiment une multinationale au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui régnait sur les mers et qui prospérait dans le commerce des épices. Oui, Jean-Philippe. En 1602, la Compagnie unie des Indes orientales, ou Compagnie néerlandaise des Indes orientales, comme on l'appelle maintenant, a été fondée pour exploiter le très lucratif commerce des épices entre les Indes et l'Europe. Et ceci, bien sûr, représentait un long voyage en mer. Le voyage prenait 4 à 5 mois depuis Amsterdam jusqu'à la pointe sud de l'Afrique, en passant par le cap de Bonne-Espérance, et 5 ou 6 mois supplémentaires pour aller en Inde ou en Asie. Les pertes en marins étaient immenses, à cause du scorbut pendant ce long voyage. Par conséquent, la compagnie pensait qu'il était essentiel d'avoir une station de rafraîchissement à mi-chemin. Je pense que c'est le mot qu'ils utilisaient, station de rafraîchissement. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. En 1652, la compagnie a envoyé un homme appelé Jan van Riebeeck avec 90 autres personnes. Leur tâche était de mettre en place un jardin, où initialement il faisait pousser une large variété de légumes. Jan van Riebeeck fait venir des graines du monde entier et développe le jardin de la compagnie. Les colons cultivent des tubercules qui résistent au long voyage et sont faciles à stocker, ainsi que des agrumes riches en vitamine C. Mais le jardin de la compagnie n'arrive pas à produire suffisamment pour approvisionner toute une flotte de navires. Van Riebeeck libère alors des employés de leurs obligations et leur attribue des terres inoccupées. Ils sont chargés de cultiver dans leur propre ferme les précieux fruits et légumes. Et ici, John, à Babylone-Storen, on est face à une ferme absolument typique du style Cape Dutch, c'est-à-dire du style hollandais du Cap, un style architectural bien particulier. On reconnaît notamment ce pignon arrondi, cette forme en H, vue du ciel, et puis ces murs blanchis à la chaux. Son design est très particulier, parce que la compagnie insistait sur le fait que le même design devait être appliqué à toutes les fermes du Cap. C'était une maison au centre, puis des routes et des sentiers à angle droit. Tout devait être symétrique et très géométrique. Les premiers Hollandais à venir s'installer étaient tous protestants. En fait, c'étaient des calvinistes, très stricts. Et ils avaient une vision très rigide de l'ordre. Je crois que ça les rassurait. Cela leur donnait un sentiment de sécurité et l'impression de ne pas avoir tout à fait perdu contact avec un modèle européen. Les références bibliques qu'ils utilisent pour baptiser leurs terres constituent un autre moyen de se rassurer et d'asseoir leur domination. Ainsi, cette colline à la forme conique, à 2 pas du jardin, leur inspire le nom de Babylone-Storen, la tour de Babel.
L'héritage laissé par ces fermiers du XVIIe siècle tient dans les vergers et les vignes qui s'étendent à perte de vue dans la vallée. Une équipe de 20 personnes assure la récolte quotidienne des légumes. Constance Tourman, chef jardinière, travaille à Babylonstoren depuis sa création. C'est du choucal de Russie. Tu vois, plus ils sont petits, plus ils sont jolis. C'est un très bon booster immunitaire. On peut même en faire du jus, ce qui n'est pas mal. C'est plein de vitamines. Mais si tu le bois comme ça va être trop vert. Alors on ajoute un peu de pomme ou autre chose pour améliorer le goût. Est-ce qu'il y a des carottes? Regarde ici. Ah. Il y a 3 variétés différentes. Elles poussent ensemble. Tiens. Elle est belle celle-là. Hein? Prends tout. Ça fera une belle salade. Elle est belle. C'est quoi la prochaine étape pour ces légumes, Constance, là maintenant qu'on les a bien lavés? Tout ça va partir au restaurant dès qu'on aura fini. Le plus vite sera le mieux parce qu'on arrête de récolter à 10 h du matin. C'est pour que le produit soit toujours bien frais. On dit que si tu récoltes le légume après 10 h, il prend un goût amer. C'est comme s'il se battait contre la chaleur. Constance, quand je suis arrivé ce matin à Babylonstoren, j'ai vu de nombreux jardiniers s'activer. Qu'est-ce que vous expérimentez dans cette partie-là du jardin de Babylonstoren? Ici, c'est notre petit laboratoire. Toutes les plantes que l'on essaye de faire pousser, comme ici, les févroles, on aimerait bien les produire tout de suite à grande échelle. Mais on préfère faire un essai ici d'abord. Dans le temps, les gens utilisaient des variétés bien différentes de légumes, qui sont devenus rares. Et c'est ce que l'on essaie de faire revivre en les mettant dans le petit jardin. Et on voit si ça marche. D'où son nom, le jardin expérimental. Dans ce carré expérimental, les jardiniers de Babylonstoren s'essaient également au jardinage écologique et à ce qu'on appelle le compagnonnage végétal. Des espèces différentes, cultivées ensemble sur une même parcelle, peuvent se rendre de précieux services. Ainsi, une plante qui par son odeur éloigne les parasites pourra être bénéfique à une autre espèce plus fragile. Par exemple, on va planter des carottes avec des poireaux ou des oignons. Les pucerons adorent les carottes. Mais si tu plantes les deux ensemble, comme la nature fait bien les choses, plus de pucerons. Et c'est grâce à ça que tu auras une belle récolte de carottes, d'oignons et de poireaux. Constance et les autres jardiniers de Babylonstoren contrôlent quotidiennement la circulation de l'eau dans le jardin. Un système de canaux et de petites écluses permet d'ajuster l'irrigation des parcelles. Le jardin, qui mesure 400 mètres de long, est bâti sur une légère pente pour permettre une circulation naturelle par simple gravité. C'est ici que l'eau arrive, dans cette jolie plantation d'agrumes, qui est en fait le cœur du jardin. Tous ces agrumes autour de toi sont irrigués par l'eau du canal. La haie, là, est composée de kumquat, qui sont également des agrumes. C'est tout de même incroyable qu'on arrive à faire pousser une haie d'agrumes.
Ces plantes ont besoin de beaucoup d'eau. Le système par gravité marche particulièrement bien pour l'irrigation des agrumes. Et alors ce système d'irrigation, qui détermine d'ailleurs les formes du jardin, moi me rappelle beaucoup les jardins du Moyen-Orient. Et comme ces jardins du Moyen-Orient, on a cette odeur de fleurs d'oranger qui est extrêmement forte ici, surtout à cette saison. Mais on a aussi une autre odeur ici, on a une odeur d'ail. Oui, on a planté de l'ail avec les agrumes. On a fait ça pour éloigner les serpents du jardin. Si tu veux les chasser, le meilleur moyen est de planter de l'ail, parce qu'ils en détestent l'odeur. En fait, c'est de l'ail sauvage. Et ça marche. Tu es en sécurité, aucun risque. C'est pas une blague. Constance, ici, c'est la fin du cycle de l'eau à Babylon Storen. Exactement. Et comme tu le vois, elle aboutit dans un endroit superbe, les bassins de Waterblomike. Voilà, c'est ça les Waterblomike. Ce sont des asperges du Cap. Et ce n'est pas juste une fleur, elles sont comestibles. Tu peux les manger, au déjeuner ou au dîner. C'est vraiment typique d'Afrique du Sud. Oui, c'est assez typique d'ici. C'est une plante qui pousse dans les étangs et que l'on trouve au Cap. C'est une plante locale et tout le monde la mange ici. Quand j'étais une petite fille, ma grand-mère faisait un plat avec ça, au lieu de nous faire du chou. On appelait ça le ragoût de Waterblomike. Je crois que c'est la première fois que j'en ai mangé. J'étais toute jeune. Je m'en rappelle encore. Quand je la vois, ça me fait remonter plein de souvenirs. C'est très doux, c'est parfumé. Exactement. Et ça croque un peu comme du pourpier. Il y a plus de 350 plantes ici. Et on mange quasiment tout. On mange même les mauvaises herbes, parce qu'elles aussi sont comestibles. C'est comme un gros gâteau avec plein de bonnes choses dedans. Le verger qui s'étend sur près de la moitié du jardin est entretenu par Anton Leroux. Wendell, je crois qu'on devrait commencer par les pistachiers. Anton Leroux, issu d'une longue lignée d'arboriculteurs, forme désormais la nouvelle génération. Il faut que tu sois capable de tenir librement à l'intérieur de l'arbre, sans aucune branche qui te gêne et t'empêche de te retourner. Regarde autour de toi. Celle-ci est trop basse. Et les branches qui poussent vers le bas, on n'en veut pas non plus. Je peux couper celle-là? Oui. Mais laisse les petites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois laisser assez de vieux bois de l'année dernière ou même de celle d'avant. Parce que c'est lui qui va donner les pistaches pour la saison prochaine. Et celle d'après aussi. Anton et ses arbres, ils sont là depuis 5 ou 6 ans, mais ils vont durer encore très longtemps. Donc transmettre votre connaissance ici à Babylon Storen, c'est très important. Oui, c'est pour cela que je forme des personnes comme Wendell.
Il a la passion pour les fruitiers. Et un jour, il pourra prendre la suite quand je ne serai plus là. Lui et les autres, d'ailleurs. Ils feront ce que je fais. C'est aussi un endroit qui est extraordinaire pour apprendre l'arboriculture. Tous les jardins ne sont pas comme ça en Afrique du Sud. Non, bien sûr. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est développer un jardin patrimonial. On veut ramener de vieilles variétés de notre patrimoine qui avaient disparu de la surface de la Terre. Moi, j'ai ramené pas mal de variétés de pommes. J'ai ramené des poires. On a des nectarines aussi. Et je cherche toujours d'anciennes variétés de fruitiers. Ce n'est jamais fini avec un jardin comme celui-ci. Dans son verger, Anton donne de multiples formes aux arbres fruitiers. Il les sculpte et guide leur croissance avec des systèmes d'espaliers très élaborés. Anton, si je comprends bien, en fait, Babylonstoren, c'est vraiment un terrain de jeu pour toi. Oui, c'est un peu ça. Lorsque tu arrives à faire ce que tu voulais vraiment faire, alors tu es satisfait. Mais je fais ça pour m'amuser aussi, pour que les gens prennent du plaisir, en voyant quelque chose de différent, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Voilà pourquoi on fait ça. Partout, le jardin joue avec le visiteur. Ici, on s'amuse à marcher sur des noyaux de pêche qui craquent sous les pieds. Plus loin, on entre dans une étonnante collection de figuiers de Barbarie, jusqu'à s'y égarer un instant. En marge du jardin vivrier, Koos Bakker s'est adonné à sa passion de botaniste. Il a réuni l'une des plus importantes collections mondiales d'espèces de cycas, comme le cycas de Wood, qui a disparu à l'état naturel. Plus loin, on trouve une collection de cactées dans une serre dédiée. Le long de la rivière, Koos Bakker garde une dernière curiosité, sa collection de clivia. Un long tunnel d'acier, spécialement adapté à leurs besoins en lumière, traverse la forêt qui borde le jardin. Koos, je sais que vous êtes un collectionneur fou. Et la collection de clivia que vous avez ici à Babylonstoren est unique au monde. Je n'arrive pas à me contrôler. Quand nous avons commencé, nous avions reçu 5000 clivia en donation. Et là, j'ai commencé à me documenter sur le sujet. Je savais bien sûr que c'était une plante indigène qui vient d'Afrique du Sud, mais qui a été exportée en Chine, au Japon, en Belgique, en France, et puis améliorée. Ensuite, ces magnifiques spécimens sont revenus. Alors, on en a eu 6000, 7000, puis on en a fait pousser des nouvelles. Aujourd'hui, nous avons perdu le contrôle. Il y a bien trop de clivia. Mais tout de même, au printemps, lorsqu'ils sont en fleurs, c'est la saison la plus populaire. Des gens viennent des 4 coins du pays pour les voir. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais dans toutes les cultures, les idées de paradis et de jardin sont les mêmes. Il y a des arbres fruitiers, des fontaines, des oiseaux. C'est ça votre vision du jardin, c'est un paradis. Oui, mais le paradis est instable. Il y a toujours quelque chose en embuscade, par exemple une maladie. Et ça, c'est le côté intéressant.
Le paradis est un idéal qui est toujours hors d'atteinte. Tu ne peux jamais tout à fait l'atteindre. Et si un jour tu l'atteignais, tu t'ennuierais. Alors pour moi, construire ceci, c'est comme construire un monde idéal en miniature. L'ajuster tout le temps pour essayer de l'améliorer. Et là-dedans, ce sont tes idéaux qui se reflètent. Perdu au bout du continent africain et dominé par l'imposante silhouette de la montagne de la Table, le jardin botanique de Kirstenbosch est l'œuvre d'un visionnaire. Il est aujourd'hui ouvert au public. En 1913, près de la ville du Cap, le botaniste anglais Harold Pearson crée le premier jardin botanique au monde dédié à la flore indigène d'un pays. L'Afrique du Sud jouit d'une diversité botanique inégalée. 7000 espèces différentes poussent à Kirstenbosch. Provenant de toutes les régions du pays, elles ont été réunies ici par Harold Pearson. Marieke Honig, paysagiste néerlandaise installée au Cap, a commencé sa carrière à Kirstenbosch, où elle a participé à la création de plusieurs jardins thématiques. Marieke, lorsque Pearson arrive ici, il a définitivement une intuition de botaniste, puisqu'il va choisir un lieu qui va pouvoir accueillir toute la flore d'Afrique du Sud. Exactement. C'est une situation idéale pour accueillir tous les types de végétation que nous avons en Afrique du Sud, grâce à ces montagnes qui servent d'abri contre le vent et cette forme incroyable en amphithéâtre. Nous sommes au cap des tempêtes ici. On a des vents terribles, mais ce site est protégé des vents dominants qui soufflent en été, le vent du sud-est. Cela a créé un endroit très abrité ici, ce qui nous a permis de faire pousser des arbres, des plantes d'autres régions du pays qui n'auraient jamais pu supporter ces vents violents et côtiers. Les nuages s'accumulent au-dessus de la montagne et les plantes qui poussent en haut de la montagne capturent l'eau. Elles ruissellent et s'infiltrent, puis rejoignent les rivières. Donc cela contribue à l'approvisionnement du jardin en eau tout au long de l'année. Et ce qui est extraordinaire ici, Marieke, c'est aussi ce décor où on n'a pas de frontière entre la partie sauvage et puis le jardin. Tout autour de nous, on a le jardin cultivé qui fait 36 hectares de pelouse et de collection de plantes. Mais ça fait partie d'un plus grand paysage de 500 hectares qui va d'un ravin à l'autre jusqu'à la montagne du Rocher, tout là-haut. Pour moi, c'est un jardin extraordinaire, notamment pour son paysage puissant. Pour quelles raisons Kirstenbosch t'inspire, Marieke ? Pour commencer, c'est une librairie vivante. C'est une collection de références. Je peux aller voir de nouvelles plantes que je n'ai pas utilisées dans un jardin paysager auparavant. J'adore les combinaisons de feuillages, de textures, de couleurs. Je suis vraiment une passionnée des feuillages. Mais lorsque quelque chose est en pleine floraison, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter pour l'admirer. Comme ces érythrines qui sont là sous notre nez, avec ces fleurs oranges, qui sont appréciées des oiseaux. À Kirstenbosch, la végétation traduit la diversité botanique du royaume floral du Cap. Un royaume floral est défini par les espèces qui poussent uniquement sur un territoire délimité et nulle part ailleurs. Sur la planète, il en existe 6. Seul celui du Cap concentre sur quelques centaines de kilomètres carrés une des plus grandes densités de plantes indigènes. C'est aussi pour cela que cette région de l'Afrique du Sud attire les botanistes.
Ce qui est merveilleux dans ce jardin, ce ne sont pas seulement les fleurs, ce ne sont pas seulement les plantes, mais quelque chose de très spécial, les oiseaux, le chant des oiseaux. Brian Huntley a dirigé l'Institut botanique national sud-africain installé à Kirstenbosch. Aujourd'hui à la retraite, il aime retrouver ce lieu où il a longtemps travaillé et vécu. Sous l'impulsion d'hommes comme Brian, le jardin s'est développé au fil des années. Mais Harold Pearson, son premier directeur, est considéré comme le père de Kirstenbosch. Pearson était jeune lorsqu'il est arrivé en Afrique du Sud. Mais c'était un jeune avec d'excellents résultats en tant que scientifique et un homme très intelligent. Il est arrivé en 1903 et il s'est immédiatement fait remarquer dans les cercles scientifiques locaux comme un botaniste exceptionnel. Alors il aurait pu devenir un brillant botaniste en Grande-Bretagne. Il a d'ailleurs fait une partie de sa carrière à Kew, dans les jardins botaniques près de Londres. Pourquoi il a choisi de faire sa carrière plutôt en Afrique du Sud qu'en Grande-Bretagne? Il avait une passion particulière pour un groupe de plantes que l'on appelle les gymnospermes. Et ici, nous sommes au cœur de sa passion avec le jardin des cycas. Il est venu en Afrique du Sud étudier ces plantes remarquables, qui viennent directement de l'âge des dinosaures, de l'ère jurassique. C'était ça le paysage de Jurassic Park. Il est venu au départ pour ce seul motif: les étudier sur le terrain, pas dans un laboratoire, étudier les cycas sur le terrain. Brian, la plupart des jardins botaniques en Europe se créent plutôt au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Ici, ce jardin botanique se crée beaucoup plus tard, au XXe siècle. Partout, les empires français, allemands, anglais possédaient déjà leur jardin botanique. Mais ils étaient tous conçus de la même manière. Ils importaient des plantes venues du monde entier pour leur donner une importance économique. Mais Pearson voyait les choses différemment. Il a dit « Non, non, l'Afrique du Sud a cette flore unique. On doit faire un jardin sud-africain différent de tous les autres. » Ça, c'était unique. Il avait une vision particulière, complètement nouvelle. Créer un jardin sud-africain qui accueillerait uniquement des plantes sud-africaines. C'est ainsi que le concept de Kirstenbosch a vu le jour. Après avoir convaincu les notables de l'utilité du jardin, Pearson doit lui trouver un lieu. On lui propose une ancienne exploitation forestière, le long d'une avenue de Camphrier, qui servait de route vers la ville du Cap. C'est vraisemblablement par cette allée, à bord d'un chariot, que Pearson découvre en février 1911 le terrain disponible. Au détour d'un sentier, devant une végétation et une montagne spectaculaires, Pearson s'exclame « Voilà l'endroit idéal ». Le jardin est structuré par les vestiges de la haie de Van Riebeeck et une allée de camphriers majestueux menant vers la pépinière. La collection botanique du jardin se décline en vastes massifs et par thématiques, avec par exemple le parterre d'annuels et une zone dédiée à la flore locale, comme le jardin des éricas et celui des protéacées. Une passerelle domine la canopée d'un arboretum. Le vallon et sa source d'eau marquent la plus ancienne partie du jardin. Ils sont entourés d'un amphithéâtre de verdure planté d'une multitude de variétés de cycas.
Voici un endroit très spécial dans le jardin. C'est le cœur du jardin et c'est mon coin favori. L'eau est pure. Il faut que tu la goûtes. L'eau est délicieuse. C'est pas froid? Non, c'est pas froid, c'est seulement frais. Elle arrive toute pure de la montagne, directement des rochers. L'eau s'infiltre toute l'année. Elle sort en bouillonnant et passe ici, comme vous le voyez. Lorsque Pearson est arrivé, c'était couvert de ronces, de buissons, de fourrés. C'était la pagaille, une forêt. C'était une vraie jungle ici. Il a commencé à nettoyer et il a trouvé cette source naturelle. Et cette source, qui fournit l'eau du jardin, a servi de point de départ pour tout le jardin. Brian, c'est aussi une partie du jardin qui fait appel à tous les sens. On va avoir le bruit de l'eau avec ce petit filet ici, la cascade, la fraîcheur et puis aussi cette odeur d'humus de sous-bois. C'est une forêt purement sud-africaine, au milieu de ce magnifique jardin. Pearson a développé son propre habitat de forêt, créant non seulement l'environnement, le microclimat nécessaire pour planter des fougères, des fleurs de lys, mais il a aussi fait venir les oiseaux, les insectes, les papillons et toute la vie qui va avec ce petit bout de forêt unique. Ce coin est l'âme du jardin. C'est ici que vous allez trouver l'esprit de Kirstenbosch, dans ce microcosme. Ce qui est remarquable, c'est qu'en seulement 3 années, Pearson va créer les éléments principaux qui structurent le jardin, ce qui est un travail colossal. Oui, Pearson était vraiment un homme extraordinaire. Il avait cette vision, cette compréhension du paysage et de la végétation. Il a donné une ossature au jardin. Alors même s'il est mort très jeune, seulement 3 ans après son arrivée à Kirstenbosch, il a réussi à fournir la charpente, le plan directeur du jardin, qui s'est ensuite développé lors du siècle suivant. En 1916, Pearson meurt brutalement, terrassé par une pneumonie. Il repose aujourd'hui sous un grand cèdre de l'Atlas, près de l'amphithéâtre des Cycas qu'il a planté de ses mains. Sur sa tombe, on peut lire « Vous qui cherchez son héritage, regardez tout autour de vous ». Les hauteurs du jardin sont dédiées à un milieu naturel sud-africain, le fynbos. Constitué d'une grande diversité d'espèces, il se développe à l'état sauvage uniquement dans la région du Cap. Cherise Villienne est horticultrice et spécialiste de la flore locale. Cherise, finalement, votre fynbos ici en Afrique du Sud correspond plus ou moins à notre maquis et à notre garrigue, même si ce n'est pas le même cortège botanique. En fait, ce sont des plantes qui supportent très bien les étés vigoureux. Ces étés secs influencent clairement notre fynbos. Et comme votre maquis, nous avons 4 groupes distincts. Quand nous voyons ces 4 familles de plantes, nous savons qu'on est au milieu du fynbos. L'un d'entre eux est l'erica, les autres sont les bulbes, les géophytes. Le suivant, c'est les restiaux, qui sont comme les herbes, mais qui n'en sont pas. Et le dernier groupe, le plus connu bien sûr, c'est celui des protéas. Ce restio sert pour couvrir les toits et pour tresser des paniers traditionnellement. On l'utilise depuis des centaines d'années. Et même si les restios sont un groupe iconique du fynbos, ce sont les ericas qui ont inspiré le nom à cause des fines feuilles bouclées. Fynbos, ça veut dire feuilles fines. Ouais, ça, ce sont des bruyères qui font 2 fois la taille de celles qu'on connaît en Europe. Et puis là, même chose, on dirait des joncs géants, quoi.
Et là, Jean-Philippe, j'ai gardé le meilleur pour la fin, les protéacées. Je sais que celle-ci n'a pas l'air de protéacée, mais les protéas sont nommés d'après le dieu Proteus, parce que c'était le dieu de la métamorphose, qui pouvait changer de forme à volonté. C'est ce que l'on retrouve avec les protéas. Elles sont très différentes d'une espèce à l'autre. À l'état sauvage, ces leucadendrons argentés poussent aussi au-dessus du jardin, sur les pentes de la montagne de la Table. Le jardin des protéacées et ses fleurs multicolores sont le passage obligé pour les visiteurs. Et lorsque les touristes quittent le jardin, c'est au tour des oiseaux de rendre visite aux stars du fynbos. De nombreuses protéacées en Afrique du Sud sont extrêmement rigides pour supporter le poids des oiseaux. Le pollen qui s'est déposé sur leurs plumes sera disséminé de fleur en fleur, assurant ainsi la pollinisation. Nomama May, horticultrice, œuvre également à la multiplication des plantes de Kirstenbosch. Voilà le roi de l'Afrique du Sud. C'est une fleur tellement merveilleuse. Une fleur endémique d'Afrique du Sud. C'est l'un de nos emblèmes sud-africains. C'est une protéa cynaroïde, une protéa royale. Je veux te montrer les organes qui servent à cette plante pour sa reproduction. Le pollen va être attrapé par les stigmates et il va être transporté de là-haut jusqu'à l'ovaire, où la fertilisation va se produire et où les graines vont se former. Quand on voit la taille de la plante, on peut même imaginer qu'une poule vienne la polliniser. Elle est tellement immense, tellement forte. Bien sûr, elle est énorme cette fleur. Un oiseau pourra s'y poser sans difficulté. C'est très résistant. Outre la fertilisation naturelle, les plantes peuvent également être multipliées grâce au bouturage. Nomama s'y emploie sur des leucospermums, appelés familièrement pelotes d'épingle. Je vais enlever les parties fraîches qui ne pourront pas me donner de racines. Je vais prendre les parties semi-rigides. C'est une mission très importante en fait que tu es en train de faire ici, celle de propager, de disséminer toutes ces plantes dans le jardin botanique. Pour moi, un jardin botanique, c'est un musée de collection de plantes vivantes. Le but est d'exposer les plantes, de les conserver, de les protéger. Certaines de ces plantes sont très menacées et on les garde ici pour pouvoir les réintroduire dans la nature. C'est pour cela qu'il est très important, lorsque je propage ce leucospermum, que je m'assure qu'il y ait bien une référence qui va nous dire quand cette plante a été propagée, par qui et quel est le nom de l'espèce.
Dans la pépinière, nos mamas utilisent une technique de germination dédiée uniquement aux espèces de fynbos. Dans ces bacs, on sème des graines de Protea amplaxicolis, une autre protéacée. Vous n'utilisez que les plantes du fynbos pour pouvoir faire vos feux? Oui, parce que les chercheurs ont toujours utilisé ces espèces-là pour produire la fumée. Je vais mettre la tente maintenant. Elle permet d'emprisonner la fumée. On va couvrir la tente avec cette bâche. Tire un peu de ton côté. Un peu plus? Voilà, c'est bien comme ça. Nous utilisons l'enfumage à petite échelle dans la pépinière pour essayer de reproduire ce qui se passe dans la nature. Le fynbos subit de nombreux incendies périodiques. Cela n'est pas préjudiciable aux plantes du fynbos. En fait, elles adorent le feu, parce que les cendres sont riches en calcium. Donc ça, plus le soleil auquel elles sont maintenant exposées, cela fait germer la plante. Ces plantes, appelées enfants du feu, se sont adaptés aux incendies saisonniers. La fumée stimule la germination des graines. C'est le moyen le plus efficace pour procéder au semis et multiplier les essences de la collection botanique de Kirstenbosch. Une autre protéacée géante pousse à Kirstenbosch, l'amandier sauvage. Cet arbre symbolise une part sombre de l'histoire d'Afrique du Sud, la séparation entre blanc et noir. Cette ségrégation a connu son paroxysme dans les années 1950 avec l'apartheid. Mais le germe avait été planté bien avant. En 1652, les Hollandais établissent leur première colonie au Cap, port de ravitaillement pour les navires de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Des conflits ne tardent pas à éclater avec les peuples natifs. Jan van Riebeeck, le gouverneur de la colonie, a décidé de bâtir un mur, une barrière, une grande muraille. Et qu'a-t-il utilisé pour cela ? Cet arbre incroyable, l'amandier sauvage. Il a planté ces arbres tout le long de la montagne, depuis les pentes les plus hautes jusqu'en bas, pour former une barrière. Très dense. Oui, très dense, et impénétrable lorsque les arbres ont grandi. La symbolique de tout ceci, c'est que cela a constitué la première séparation entre les communautés, les blancs et les noirs. Ceux qui se sont appropriés et ceux qui ont été dépossédés. Donc, cette haie, connue comme la haie de Van Riebeeck, a une grande importance politique et historique. Mais depuis l'avènement d'une démocratie en Afrique du Sud en 1994, cette haie est aussi devenue un endroit où les gens peuvent se réunir, où les gens peuvent jouer, grimper dans les arbres et profiter de l'Afrique du Sud telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est un symbole d'espoir, pas seulement de tristesse. Brian, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu retournes à Kirstenbosch ? C'est toujours un plaisir pour moi de venir à Kirstenbosch. J'espère que cela restera un bonheur pour tous les Sud-Africains. Mais pour moi, c'est un bonheur spécial de voir que c'est devenu un endroit pour tout le monde. On vient ici partager la beauté et l'esprit très particulier de Kirstenbosch, quelles que soient nos origines, notre culture.